Bonjour à tous. Alors c'est une vidéo un petit peu particulière puisque je profite de vous parler de la situation qui est la mienne à l'heure actuelle pour faire état d'un problème bien plus général et important, un problème décisif dans toute société, à savoir celui de l'école et de l'état actuel de l'école et aussi de ce que j'ai pu y voir et en comprendre. J'en avais brièvement parlé dans quelques vidéos et d'ailleurs au passage je renvoie certains, et notamment certains de mes anciens collègues désormais, à une de mes vidéos de 2017 dans laquelle j'expliquais déjà tout le détricotage que la réforme Blanquer allait apporter au lycée à une époque où finalement beaucoup d'entre eux faisaient la sourde oreille et laissaient entendre qu'on ne pouvait encore rien en dire pour se réveiller pour quelques-uns seulement, et non la majorité malheureusement, bien trop tard. Je souligne plusieurs choses d'abord. Comme le titre l'indique, j'ai effectivement en cette rentrée 2021 quitté l'éducation nationale. Je l'ai fait alors que je devais justement en cette rentrée intégrer d'ailleurs l'un des meilleurs lycées de l'académie dans laquelle je suis. Donc c'était un choix mûrement réfléchi, bien que par certains aspects difficiles, mais encore une fois, et contrairement à ce que certains pourraient laisser entendre, il ne s'agit pas du tout, et au contraire même, d'une exclusion qui a été opérée à mon égard du rectorat, mais bien d'une décision que j'ai prise pour des tas de raisons que je souhaite exposer ici et qui ne sont pas des raisons qui relèvent uniquement de mon rapport individuel avec cette institution, et c'est la raison pour laquelle je trouve ça intéressant d'en parler ici. Je vais m'intéresser ici évidemment aux conditions d'enseignement, à une baisse réelle du niveau, ou en tout cas essayer d'expliquer ce qu'on peut traduire et ce qu'on peut voir dans le niveau global des élèves à l'heure actuelle. M'intéresser un peu à la question de la hiérarchie à l'heure où finalement, cela va bientôt faire 1 an que Samuel Paty a été assassiné dans les conditions que nous connaissons et sans aucun appui de la part de la hiérarchie et de ses collègues. Dans une période dans laquelle la réforme Blanquer sévit extrêmement douloureusement au sein des lycées, une période dans laquelle on connaît aussi le Covid et toutes les mutations qu'il engendre. Une occasion aussi pour moi de parler des conditions évidemment d'enseignement plus largement. Alors il y aurait beaucoup à dire, j'avais prévu de faire plusieurs séries de vidéos, finalement j'ai préféré me livrer à vous aujourd'hui de cette manière-là, de sorte à ce que finalement cela paraisse, disons, pour parler vite, plus naturel, et finalement avoir en tête un plan un peu élargi de toutes ces choses-là. Je tiens à signaler d'ailleurs aussi au passage, parce que je sais que certains vont me le dire, que tout s'est toujours très bien passé dans mes cours, certaines classes avec lesquelles ça s'est même extrêmement bien passé, et dès la première heure d'enseignement que j'ai pu donner en lycée, j'enseignais bien avant dans différents cadres, que ce soit en cours particulier en éducation populaire, avant d'intégrer l'éducation nationale. Je continue à enseigner de ces différentes manières à l'heure actuelle, je continuerai à enseigner et je n'exclus pas même d'autres formes dans d'autres institutions d'enseignement. C'est bien donc pas du tout un rejet de l'enseignement, au contraire, s'il n'était question que de l'enseignement, eh bien c'est quelque chose pour lequel je pense être fait et au sein duquel j'ai acquis un certain nombre d'expériences. Et donc finalement ce n'est pas du tout ça que je rejette. Simplement je ne crois pas du tout au cercle des poètes disparus. Et encore une fois, on peut apprécier l'enseignement, on peut apprécier être devant des classes, on peut apprécier échanger avec des élèves, faire progresser des élèves et surtout les faire réfléchir en classe de philosophie, sans pour autant se faire complètement d'illusions sur l'état actuel des choses. Et je ne crois pas plus, malheureusement, au fait d'un changement interne eu égard à la bête sauvage qu'est actuellement l'éducation nationale, et eu égard aussi aux forces en présence et à l'absence en réalité de rapports de force conduits notamment par les personnels d'éducation nationale et en premier lieu par les professeurs. J'y reviendrai. Donc effectivement on pourrait imaginer, mais cela encore une fois ne se fait qu'à échelle collective, que tous nous passions les concours, que tous nous investissions massivement, etc. Mais je crois en réalité que pour l'heure, le combat n'est plus à mener en son sein. Voilà, ça c'était les premières choses que je souhaitais dire, et d'ailleurs je pense que beaucoup de collègues le réalisent puisque plusieurs articles ont fait état en cette rentrée du fait que l'éducation nationale connaissait cette année 4 fois plus de démissions en 10 ans que tout ce qu'elle avait connu auparavant.
Par ailleurs, et je le signale ici avant d'entrer dans le vif du sujet, notamment pour ceux qui suivent le plus souvent mes vidéos et qui suivent mon travail depuis longtemps, mon travail d'écriture aussi, mon travail de recherche, mon travail d'enseignement, puisque je ne limite évidemment pas mes travaux à ce médium qui est YouTube, qui n'est qu'une manière d'exprimer et de transmettre un certain nombre d'informations, mais c'est un moyen, ce n'est pas la finalité de mon travail, bien au contraire. Et je tiens à leur signaler qu'effectivement, à partir de maintenant, je me consacre exclusivement à l'IHT, à mon travail de recherche. Je suis toujours en thèse de doctorat et ça, la recherche, je vais le poursuivre parce que c'est quelque chose dans lequel je m'épanouis, et les consultations philosophiques. Raison pour laquelle j'avais mis en berne aussi quelque peu ces derniers temps le Tipeee, mais ceux qui souhaitent me soutenir, notamment durant cette année de campagne présidentielle, et c'est la raison pour laquelle j'ai remis en place des vidéos d'actualité et que je compte bien le faire, et nous réservons encore beaucoup d'autres choses au sein de l'IHT, eh bien vous pouvez me soutenir puisque désormais ça devient absolument décisif. Et encore une fois, je rappelle que j'ai fait ces choix qui sont des choix politiques de me consacrer à des activités aussi politiques qui sont les miennes, aux activités réellement philosophiques qui sont les miennes, en tenant compte de ma situation familiale avec les 3 enfants qui sont les miens, etc. Donc, encore une fois, choisissez, j'en vois beaucoup et je ne citerai pas de nom, qui après quelques vidéos, quelques remarques sur Twitter et 2-3 attaques après avoir émergé la veille, eh bien finalement quittent et préfèrent rentrer avec leur bonne situation, leur bon argent, leur bon cabinet, etc. Tranquillement. Bon, je ne suis pas de cela, ça fait déjà plusieurs années que je livre les combats qui sont les miens et aujourd'hui je crois que plus encore je l'enracine. Donc eh bien, si vous souhaitez soutenir le travail qui est le mien, je vous y encourage puisque désormais ça devient, et je n'exagère pas, absolument vital. Alors, venons-en justement à cette question de mon départ du lycée. D'abord, il y a quelque chose qui est important et que j'ai souvent signalé et qu'il nous faut avoir en tête, c'est je me suis heurté durant les 4 années et demie d'enseignement, disons les 4 années réelles d'enseignement au sein de lycée de l'éducation nationale, au fait que bien des gens qui m'entouraient, à commencer par mes collègues, pour beaucoup d'entre eux, pas tous, je pense bien sûr à certains collègues qui sont très actifs, mais toutefois, pour une très large majorité, encore une fois, il y a une incompréhension des choses dans leur totalité. C'est-à-dire que chaque petite réforme, chaque petite mesure va être comprise en tant que telle et non jamais réintégrée dans la totalité. Ce qui là est un problème d'analyse de manière générale et d'analyse sociologique plus encore. C'est-à-dire que par exemple, on va numériser les notes, mais on ne comprend pas, et on va numériser la correction des copies, ce qui a été le cas cette année pour les copies de philosophie au baccalauréat. Et puis on ne comprend pas que finalement cette numérisation va permettre un contrôle, et que ce contrôle va permettre finalement de décider que certains corrigent plus vite que d'autres, et que donc on va minimiser le nombre d'heures pour corriger, et puis rentabiliser à la copie, etc. Tout ça, c'est oh là là, vous extrapolez, et vous imaginez bien l'idée de complotisme derrière, etc. Donc il n'y a aucune logique, aucune prédictabilité possible, et donc finalement on est sur de la mesurette, et donc on se dit oh mais finalement c'est plus pratique le numérique, et on nous vend que c'est plus pratique parce que par exemple on peut surligner sur le numérique, on peut trier les copies. C'est vrai que ça, manuellement, trier les copies et surligner, nous étions incapables de le faire. Bon, c'est une des choses sur lesquelles je n'insiste pas pour le moment. Prenons les choses dans l'ordre, même si c'est tel qu'elles me viennent. Première chose, effectivement, j'ai enseigné durant 2 ans, en lycée général notamment, avant la réforme Blanquer, et puis 2 autres années de mise en place justement de cette réforme. Et j'y ai vu les dégâts importants que cela pouvait causer, notamment pour ce qui est question de la philosophie. C'est ainsi que par exemple, après avoir enseigné dans une classe littéraire à raison de 8 heures par semaine, voire 1 heure de plus, en accompagnement personnalisé, et ce qui donnait 9 heures par semaine pour certains élèves, où il était réellement possible de faire de la philosophie, d'échanger, de mettre en place des vrais débats qui soient des dialogues, etc. avec les élèves, de les faire réfléchir, eh bien, nous sommes désormais rendus à une stricte possibilité d'enseigner la philosophie à raison de 4 heures par semaine en tronc commun, avec à côté de ça une option qui est humanité liée littérature philosophie, qui en fait en vient à détruire en partie les libertés pédagogiques, à faire un espèce de gloubi-boulga dans lequel on ne comprend pas pourquoi la philosophie est directement liée à la littérature et non plus qu'aux sciences en réalité, ce qui est là en fait une maraude pour finalement envoyer tous les élèves qui n'auraient pas le niveau suffisant dans les matières scientifiques et notamment en mathématiques dans cette espèce de fourre-tout, et donc finalement reconstituer à terme les anciennes bacs avec les anciennes filières.
ordinaire. Bon, voilà, on est toujours dans la neutralité libérale où on croit que parce qu'on va disposer de plusieurs choix, chaque individu sera libre de faire ses choix consciemment et rationnellement, alors qu'en fait, chacun de ces individus qui sont des élèves souvent très jeunes font des choix en fonction du milieu social de lequel ils proviennent, de l'orientation qui leur est donnée par leurs parents, et tandis que certains vont faire des choix qui seront le plus habiles, à savoir est-ce que papa peut m'aider en espagnol par exemple, le latin ça sert à rien, et puis mon copain il va dans telle classe, d'autres font des choix où finalement ils continueront à choisir des filières scientifiques, à prendre quand même du latin, de l'allemand, etc. et à occuper les places dans le milieu scolaire qui leur revient le mieux et qui favorise les classes sociales d'origine desquelles ils proviennent la plupart du temps. Voilà. Bon, j'aurais beaucoup à dire là-dessus dans cette vidéo, j'ai pas nécessairement l'intention de revenir en détail sur des choses qui correspondent à des travaux sociologiques qui ont été notamment ceux de Bourdieu et qui sont archi connus. Au contraire, il faut aussi en tenir compte et donc agir en fonction de cela. Ce à quoi on assiste avec cette réforme, c'est un assassinat clair de la philosophie, notamment parce que la philosophie devient la dernière discipline en examen alors que tout le reste est au contrôle continu. Ce qui fait que finalement les élèves, quand ils se présentent à l'épreuve de philosophie du baccalauréat, eh bien finalement ils savent déjà plus ou moins s'ils ont ou non leur bac et ce qu'ils doivent y faire. Alors que déjà la philosophie était dépréciée, et ce n'est pas pour rien, elle l'est davantage encore du point de vue de l'organisation du baccalauréat. Ainsi, eh bien, ça tend à faire en sorte que les élèves se désintéressent, c'est-à-dire finalement qu'on refuse le fait que les élèves puissent réfléchir, puisque ce qui est demandé en cours de philosophie, et sur ça de manière générale, l'inspection générale de philosophie s'y accorde, et se bat bec et ongle comme elle le peut, il faut en partie le reconnaître, eh bien c'est une liberté pédagogique quasiment la plus totale, et à un exercice philosophique en classe qui consiste à faire réfléchir les élèves. C'est la raison pour laquelle, dans d'autres conditions, eh bien, l'inspection a quand même garanti la possibilité effectivement de faire de la philosophie réellement avec les élèves, et ce qui correspond au meilleur souvenir de ma courte carrière au sein de l'éducation nationale. Donc les heures ont été baissées, le nombre d'élèves moyens est porté à 37 élèves par classe, ce qui veut dire que par exemple dans certaines classes, quand tout se passe bien et que vous êtes dans un lycée correct, ça pose effectivement très peu de problèmes, mais en fonction des situations dans lesquelles vous êtes, 37 élèves par classe, en fonction de la disposition de la classe, ça veut dire que parfois les élèves en fond de classe, vous ne les voyez pas du tout. Comme bien sûr il a fallu mettre un terme aux estrades des professeurs, parce que ça c'était l'autorité patriarcale qui venait à servir les élèves, et bien finalement vous êtes sur un même plan que les élèves, donc les élèves au fond effectivement vous ne les voyez plus, et pourtant je mesure pas 1m60. Bon bref. Il y a un pouvoir grandissant qui a été donné notamment aux proviseurs, alors qu'en réalité nous ne devions rendre des comptes en tant que professeurs uniquement à l'inspection académique puis à l'inspection générale. Or aujourd'hui le pouvoir des proviseurs est de plus en plus conséquent et même les proviseurs peuvent émettre des avis sur vos mutations, etc. Alors que le proviseur, s'il est un supérieur hiérarchique au sein de l'établissement, ne l'est pas au niveau de votre carrière d'ordinaire. Bon. La liberté pédagogique est elle aussi extrêmement menacée. Elle est menacée notamment par HLP, mais comme je ne fais pas cette vidéo pour m'adresser à des collègues qui seraient par exemple syndiqués, mais à un plus large public, je ne vais pas entrer dans ces détails-là. Et puis il y a une décrédibilisation massive de la fonction de l'enseignant. Une décrédibilisation massive qui passe d'ailleurs aussi par son statut et par son salaire. Il suffit de se reporter notamment aux grilles de salaire en ligne des enseignants que vous pouvez trouver très facilement, qui sont des salaires bruts reportés au salaire net. On voit qu'un enseignant avec un bac plus 5 et un concours en philosophie où la réussite est entre 2 et 5%, eh bien finalement on démarre une carrière avec 1495 € net. Voilà. Donc ce n'est pas pour rien, il y a une figure dans l'enseignant qui est profondément dévalorisée à l'heure actuelle et profondément méprisée parce qu'il y a une incompréhension autour du travail réel qui est celui de l'enseignant en réalité. Bon, je voudrais dire plusieurs choses qui là va intéresser et peut-être étonner ceux qui me suivent la plupart du temps sur les conditions justement d'enseignement et sur ce à quoi conduit à l'heure actuelle l'éducation nationale, notamment sur une baisse généralisée du niveau des élèves dont on entend souvent parler et qui est contestée par certains, réaffirmée par d'autres. J'aurais plusieurs choses à dire là-dessus de par mon expérience, qui sera une énième toute petite pierre à l'édifice monté par d'autres enseignants eux-mêmes qui ont pu en faire état à plusieurs reprises et qui souvent interpellent sur cela. Là où on sera en désaccord, encore une fois, c'est pas tellement sur ce constat, parce que je pense à des collègues très actifs sur les réseaux sociaux comme René Chiche par exemple, qui formulent un constat avec lequel je suis globalement en accord. C'est plutôt sur les manières de modifier tout ça. Mais aujourd'hui, je vais en rester aussi sur les conditions du constat.
j'ai pas le droit évidemment de vous lire des dissertations d'élèves, mais c'est un choc pour un enseignant de faire face à des dissertations d'élèves en philosophie. Et j'ai eu l'occasion de corriger dans différents lycées, etc., de corriger à 3 reprises le baccalauréat. C'est un véritable choc, non pas par l'absence de teneur philosophique du propos, chose que l'on peut en partie concéder et qui déjà effectivement est un peu pénible, mais du seul fait qu'en réalité, sur un lot, mettons, comme c'est le cas lors du baccalauréat, de 130-150 copies, eh bien, vous avez au moins une centaine de copies qui en réalité ne contiennent pas un paragraphe qui soit véritablement du français en réalité. La plus grosse difficulté dans la correction des copies, c'est le fait de pouvoir déchiffrer l'élève, non pas tant d'un point de vue calligraphique, encore une fois, mais seulement déjà du point de vue de son expression, de ce qu'il comprend. Le nombre d'élèves dont on saisit à la première lecture que les bases orthographiques et grammaticales, surtout grammaticales et de syntaxe, ne sont absolument pas maîtrisées, est hallucinant. Raison pour laquelle quand les élèves, et c'est là qu'on sort de l'idéalité du cercle des poètes disparus, etc., j'ai eu des moments intenses avec certains élèves, des moments extrêmement réjouissants, des moments de réflexion, mais c'était des instants, ce n'était pas des moments, c'était de courts instants, et finalement sans continuité derrière, parce qu'on ne leur a pas appris à travailler, la maîtrise de la langue française était inexistante, et donc en fait quand ils arrivent en terminale ou même désormais en première, eh bien, je vois en première par exemple, il m'était absolument nécessaire de revenir sur des fondamentaux historiques qui n'avaient pas été acquis, sur des fondamentaux grammaticaux qui n'avaient pas été acquis tout simplement. Et de là alors à commencer à faire de la philosophie, qui plus est 4 heures par semaine, c'est en fait absolument impossible. Parce que de fait, ce qui se produit, et on le sait bien, c'est que finalement, et c'est la raison pour laquelle je suis en profond désaccord sur les manières de s'y prendre, on pourrait se dire il faut un retour à l'école de la Troisième République, etc. Mais là on est toujours dans la contradiction du type de droite pro-capitaliste, pour un capitalisme à papa, industriel, etc., qui veut bien la continuité du capitalisme, mais ne veut pas la PMA et tout ce qui s'ensuit, et toute la marchandisation qui s'ensuit. Mais ça c'est impossible. Donc soit vous êtes pour le communisme en tant que mouvement réel d'abolition du capitalisme, soit vous êtes en contradiction. Et sur l'école c'est la même chose. Le capital, à un moment donné dans son développement, a eu besoin notamment de développer l'école pour avoir un minimum d'ouvriers qualifiés et puis surtout de nouvelles couches moyennes qui soient des classes tampons. On arrive, l'analyse serait trop longue mais je l'ai faite dans d'autres vidéos, on arrive à une époque dans laquelle au contraire, eh bien, cela n'est plus rendu absolument nécessaire pour le capital qui, en pleine crise, qui prend aussi la forme de la crise Covid, eh bien finalement se doit de détruire du travail vivant pour pouvoir se relancer finalement. Eh bien dans ces conditions-là, l'école n'a plus aucun rôle positif à jouer. Et donc ce qu'on constate en réalité, c'est pas une baisse de niveau général, et c'est même plus inquiétant que ça. Ce que l'on constate en réalité, ce sont des écarts énormes. C'est-à-dire qu'en réalité, on s'imagine souvent qu'une classe c'est, allez, la constante macabre, une courbe de Gauss, et finalement avec quelques élèves en dessous de 5, en dessous de 7 sur 20 de moyenne générale, et puis quelques élèves au-dessus de 15, et puis un amas en réalité aux alentours de 10, 12, 13 de moyenne. Bon, et bien en réalité, il n'en est rien, et c'est ce qu'on se constate de moins en moins, non seulement en philosophie, mais aussi dans d'autres disciplines. Finalement, on constate des écarts énormes, c'est-à-dire que, y compris au baccalauréat, il n'était pas rare, effectivement, de trouver des copies qui soient de bonnes copies, voire de très bonnes copies, et des copies qui, d'ailleurs, en philosophie, ne manquaient pas parfois d'avoir 20 sur 20, non pas parce qu'on avait trouvé le philosophe génial de l'année, mais encore une fois parce que, en réalité, il s'agissait d'un élève qui était en capacité de problématiser, de conceptualiser, de définir des termes, d'articuler une pensée. Bon, donc ça se trouve évidemment. Mais en réalité, vous vous retrouvez, y compris dans l'année, avec une toute petite minorité, parfois c'est un ou une élève, souvent une élève d'ailleurs, voire 2 ou 3 élèves dans des grosses classes qui vont être au-dessus de 14, 15 de moyenne, et puis finalement vous vous retrouvez surtout avec une très grosse majorité des élèves en dessous de 8 ou 7 de moyenne. Et donc en réalité, ce noyau médian qu'on peut imaginer, il n'existe plus. Et c'est ça qui est très inquiétant. Et c'est ça qui rend très difficile aussi la tâche de l'enseignant, parce que enseigner à quelqu'un qui est à 4-5 et enseigner à quelqu'un qui est à 15 ou 16,
est une tâche extrêmement difficile, surtout quand on ne dédouble plus les classes et qu'il y a un nombre d'élèves beaucoup plus important et beaucoup plus conséquent. Bon, je vous renvoie vraiment à ma vidéo de 2017 sur la réforme Blanquer et la réforme du bac, parce que j'analysais déjà tout ça avant que ça se mette en place. Bon, donc je n'y reviens pas ici puisque la vidéo va déjà être suffisamment longue comme ça. Et ça, c'est sans doute le point le plus dramatique et dont il faudra avoir conscience plutôt que, comme une certaine droite réactionnaire, parler abstraitement d'une baisse générale du niveau. Non, il y a certains élèves privilégiés, et ce n'est pas de leur faute, qui arrivent encore à s'en sortir, arrivent encore à intégrer certains cursus, etc. Il y a aussi des élèves dont j'ai fait partie qui finalement sont ceux qui, bien qu'issus d'un milieu très populaire, s'en sortent, intègrent des classes préparatoires, etc. Mais c'est de cela, on le sait bien, dont on va dire, vous voyez, c'est possible. Discours idéologique le plus exécrable à certains égards. Bon. Et donc en fait, on constate cet écart-là. Cet écart qui est dû à bien des choses, mais qui est très inquiétant finalement, parce qu'on se retrouve avec des élèves qui du coup sont en deçà de 6, 7, 8 de moyenne, et qui en réalité sont des personnes qui sont en incapacité de comprendre un discours même oral. D'accord ? Je me souviens d'élèves qui confondaient même à l'oral le on impersonnel et le verbe avoir en NT. Finalement, ça pose des vrais problèmes. Donc quand on commence à entrer dans des concepts un peu plus difficiles, il n'est plus possible de travailler. La concentration n'est plus là. Moi, j'imposais à l'ensemble de mes élèves de sortir leur téléphone et de le poser sur leur bureau afin que je le voie tout le temps. Mais dans bien des classes, cela n'était jamais fait et finalement, les élèves passaient leur vie sur leur téléphone. Et y compris parfois dans ma classe, il y avait une lutte permanente avec certains qui reprenaient leur téléphone, etc. Bon, il y a une incapacité de concentration qui est liée à tout un ensemble d'habitudes sociales, familiales acquises par les élèves en dehors de la classe aussi, qui rend très difficile cette capacité de concentration. Raison pour laquelle l'inspection est en train de tout faire pour populariser les classes dites inversées. C'est-à-dire finalement l'enseignant ne fait plus cours, il n'y a plus de cours dits magistrales, il n'y a plus de réflexion directe avec les élèves, mais finalement en classe les élèves font des exercices, sont en îlot et finalement le professeur devient un animateur culturel qui vient s'occuper d'une garderie dont on a bien vu la fonction de l'école d'ailleurs durant le Covid et finalement on passe dans les rangs, chose que je me suis toujours refusé à faire, on passe dans les rangs finalement pour donner quelques exercices, etc. Et à la maison les élèves disposent du cours, comme s'il y a encore, vous voyez la neutralité, comme si les élèves allaient tous être à égalité à la maison face au cours, entre ceux qui effectivement proviennent d'un milieu dans lequel le cours c'est pas quelque chose d'intéressant, on fait d'autres activités, on a d'autres divertissements, et d'autres pour qui la famille va mettre un point d'honneur à ce que le cours soit suivi. Donc il y a des disparités énormes qui se créent. Ce qu'il faut bien avoir en tête aussi et que peu de gens rappellent et disent, et qui est choquant sur effectivement ce niveau général, on entend régulièrement les politiques se moquer de l'URSS, etc. Mais ce qu'on ne dit pas, et j'imagine que c'est ailleurs dans bien d'autres institutions la même chose, mais au sein de l'éducation nationale, la tricherie sur les chiffres, et plus encore avec le Covid, alors là c'est vraiment au grand jour. Quand vous êtes dedans, vous vous rendez bien compte. Par exemple, au baccalauréat, il faut savoir qu'il y a un interdit implicite de noter en dessous de 6 sur 20. Et donc vous comprenez bien, cet interdit implicite sous-entend qu'en dessous de 6 sur 20, on doit considérer la copie comme une non-copie, c'est-à-dire une copie qui soit insulte un professeur, soit rend une quasi-page blanche, soit écrit une ligne, etc. Mais si l'élève s'est contenté d'écrire et donc de faire un effort, il aura déjà 6 points sur 20, sans quoi vous devrez probablement devoir rendre des comptes. Bon, faites rapidement le calcul. À 8 sur 20 de moyenne, en sachant que lors du jury, si l'élève est, mettons, à 7,6 ou à 7,7, on lui donnera les points pour aller au rattrapage. Une fois le rattrapage passé, où on fait tout pour que l'élève ait son bac, tout le monde, effectivement, accède au bac, mais tout le monde y accède n'importe comment. Mais en réalité, même quand vous ne faites rien, à moins de vraiment rendre que des copies blanches, ça vous est donné. Donc effectivement, il est très difficile pour les élèves de s'intéresser alors à ce qui leur est présenté, puisqu'ils voient bien les années précédentes, leurs camarades qui finalement sans rien faire ont accédé au bac. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un bac sans une mention minimale n'a vraiment aucune valeur en réalité. Et la pression est telle sur les enseignants qu'en réalité, de fait, on se retrouve avec des moyennes qui sont sans cesse rehaussées pour atteindre 8, 9, 10, et beaucoup de collègues d'ailleurs, très bourdieusiens justement, se complaisent là-dedans et survalorisent des choses qui n'ont pas à l'être. Et donc finalement, on fait perdre aux élèves
l'intérêt qu'il y a à travailler, à progresser, à comprendre ses erreurs, et donc ce qui fait que finalement, les élèves, quand ils ont 12, par exemple, au lieu de se dire « mince, comment je pourrais faire pour avoir 15 ?» attaquent le professeur en lui disant « comment ça se fait que vous m'avez mis 12 alors que je mérite beaucoup plus ?» D'où ça sort, d'accord? Et donc, il y a des rivalités qui se créent comme ça à l'heure actuelle aussi entre collègues, et que la réforme Blanquer, encore une fois, pour des raisons que je ne vais pas détailler là, intensifie puisqu'elle met en concurrence les disciplines entre elles, puisque les élèves, en fonction des options qu'ils choisissent, en viennent à faire ouvrir ou fermer certaines classes et certaines spécialités, et par là donc à conserver ou non certains postes de professeurs. C'est comme ça qu'on a vu ces dernières années un certain nombre grandissant de postes de professeurs titulaires être pourtant balayés d'un revers de la main et de professeurs qui devaient quitter leurs établissements. Je rappelle d'ailleurs au passage qu'il y a eu 7490 postes de professeurs supprimés depuis le quinquennat Macron. C'est ce qui correspond à 166 collèges que l'on mesure quand même les dégâts à l'heure actuelle. Et voyez bien que les professeurs sont donc tenus sont en étau entre d'un côté des parents d'élèves agacés qui ne saisissent pas toute la complexité de ces choses-là, bien que certains syndicats, je pense notamment ici à la CGT, à laquelle j'étais, ou à Sud Éducation entre autres, eh bien, les aient alertés sur les risques de cette réforme très tôt, et nous nous retrouvons en tant qu'enseignants pris en étau entre les parents d'élèves et de l'autre côté la hiérarchie directe et puis le ministère finalement, et où finalement eh bien, il est difficile de faire quelque chose avec de telles suppressions dans de telles conditions pour des salaires si miséreux et où finalement eh bien, ça a très peu d'intérêt. Et alors on s'efforce de croire que à titre individuel, au sein de sa classe, avec le peu de liberté pédagogique qu'il reste, on va laisser une graine, un petit quelque chose à ses élèves qui finalement, pris dans des déterminations idéologiques multiples de par l'ensemble de ce qui les entoure le reste du temps, eh bien effectivement suivent l'idéologie dominante et cessent d'être dans une démarche de réflexion tout simplement. Le Covid a aussi permis d'accentuer un certain nombre de phénomènes comme celui de l'enseignement à distance par exemple, c'est-à-dire qu'on est venu légitimer, alors beaucoup de personnes se sont rendues compte que finalement avoir un professeur en face de soi c'était pas tout à fait comme finalement avoir l'entièreté de ses cours à distance, étonnamment. D'autant plus que ce qui nourrit les élèves, c'est l'échange, encore une fois, notamment en classe de philosophie j'entends, c'est l'échange, la construction par le dialogue qu'on peut avoir avec l'élève, les questionnements qui sont amenés au professeur et à l'élève, etc. C'est tout cela qui est extrêmement important et enrichissant pour l'élève. Or, avec l'enseignement à distance, eh bien, finalement, tout cela est perdu. Simplement, qu'on repense, là encore, à ce que je disais précédemment sur l'organisation des classes dites inversées, plus à l'enseignement à distance, plus le fait que petit à petit, l'enseignement est relégué, comme je l'explique depuis plusieurs années, à des enseignants contractuels qui en réalité viennent du privé, ont déjà fait une carrière dans le privé, font ça en attendant que leur conjoint soit en retraite ou font cela pour arrondir les fins de mois, etc., à temps partiel. Eh bien on se retrouve sur le modèle américain avec des enseignants qui n'en sont plus, avec des enseignants qui n'ont pas la maîtrise de leur discipline, chose que les élèves remarquent très rapidement. Combien de fois des élèves m'ont souvent fait remarquer le fait qu'ils étaient étonnés de la maîtrise que je pouvais avoir de ma discipline, tandis qu'à côté de ça, en classe, ils se contentaient d'ouvrir le manuel, de suivre et de faire les exercices, ce que nécessairement ils trouvaient extrêmement pénible, et une maîtrise d'ailleurs orale parfois qui laisse très fortement à désirer et qui du coup eh bien, fait que les élèves eh bien, finalement très vite décrochent tout simplement. Eh bien, quand vous mettez tout cela bout à bout, vous comprenez qu'il y a un réel désir à l'heure actuelle et un réel projet de destruction de l'enseignement et de destruction de la fonction de professeur et d'enseignant, puisque désormais il y aura des classes inversées avec des cours tout faits à la maison généralisés, avec une garderie massive qui permet finalement eh bien, de garder de 3 à 18 ans les gamins pour que les parents continuent eux à aller enrichir le capital tout simplement, mais il n'y a plus aucun projet éducatif réel derrière tout ça. À côté de ça, en plus, les types d'évaluation sont complètement dévalorisés. Petit à petit, on en vient à la destruction de l'exercice dissertatif en philosophie et d'explication de texte, alors que l'exercice dissertatif, avec tous les défauts qu'il comporte encore une fois, est un exercice qui permet réellement
aux élèves et aux étudiants d'apprendre à réfléchir, à poser un problème, à construire une réflexion, à avoir un débat argumenté et à ne plus être simplement dans la persuasion. Tout cela est en train de disparaître et en même temps, au sein des évaluations qui tendent de plus en plus à des formes de QCM, là aussi sur le modèle américain, eh bien, on voit se développer ces dernières années une triche massive. Une triche massive qui étonne énormément d'anciens professeurs qui n'ont pas eu les téléphones avec Internet, etc. Quand j'ai terminé, et bon, aussi il faut dire que cela a été très vite, puisque quand j'étais en classe préparatoire de 2011 à 2013, moi je n'avais même pas un téléphone avec Internet dessus, en tout cas il fallait payer très très cher pour avoir accès à Internet et c'était sous forme très compliquée. Bon, donc beaucoup d'anciens professeurs ne le soupçonnent même pas, mais en réalité le niveau de triche est énorme, ce qui crée là encore aussi des écarts astronomique en réalité, puisque on se retrouve avec des élèves qui sont considérés comme des bons élèves et dont l'entièreté de la classe sait qu'ils trichent et donc finalement pourquoi les autres ne se mettraient pas à tricher. Et puis on trouve sur YouTube évidemment énormément de vidéos pour savoir comment tricher, etc. La triche n'est pas un phénomène nouveau, qu'on soit bien d'accord, de la même manière que les difficultés orthographiques ou grammaticales des élèves n'est pas un phénomène nouveau. Les phénomènes nouveaux, c'est leur intensification, leur multiplication, et le fait est aussi qu'encore une fois, ça se développe aussi rapidement, de manière aussi intense et de manière aussi standardisée. C'est pas le petit élève un peu, je pense à des petits enfants, on va dire un peu canaille, qui est un peu casse-cou, qui triche un peu comme ça, etc., qui regarde un peu sur le voisin. Là, c'est des modes d'organisation standardisés de la tricherie. C'est ça qui est extrêmement intéressant, important, et qu'il nous faut constater pour bien comprendre les mécanismes auxquels nous sommes en train de faire face. Enfin, il y a un dernier point sur lequel j'aimerais insister ici sans être trop long. Et d'ailleurs, je signale au passage, puisque je ne voulais pas faire des vidéos de 2 heures, je signale au passage que si ça intéresse certains groupes ou certaines personnes de m'interroger sur ces questions-là et de le développer plus longuement au cours d'un entretien, ce qui est beaucoup plus agréable, eh bien, j'essaierai de me porter disponible parce que je crois qu'ici, il y a un sujet fondamental qu'il faut aborder et sur lequel il faut rétablir un certain nombre de vérités. Mais ce serait aussi l'occasion d'ailleurs de parler de manière de corriger tout cela. Et d'ailleurs, à l'IHT, à l'heure actuelle, nous sommes en train de constituer un programme et à l'intérieur de ce programme, toute une commission de travail a réfléchi à partir de ces constats-là, eh bien, à la manière de corriger un peu tout cela. Bon, il y a un autre point, et là, effectivement, je ne vais certainement pas me faire des amis parmi ceux qui peut-être auraient été ceux qui auraient transmis la vidéo en premier, mais de fait, encore une fois, il faut le dire, parce que c'est une réalité, et c'est une réalité inquiétante. Ça concerne effectivement la plupart des professeurs, et notamment cet environnement qu'est la salle des professeurs. Pour beaucoup d'élèves comme j'ai pu l'être, la salle des profs, comme on le dit, est un lieu qui nous apparaît comme un lieu de réflexion intellectuelle, d'échange, de culture, etc. Quelle n'a pas été ma surprise lorsque, lors de mon premier jour déjà, j'ai très vite compris qu'en réalité il était question de la belle-mère, du chat du voisin, des travaux de Cumulus, des blagues un peu salaces, etc. Choses contre lesquelles je ne suis pas, mais quand, encore une fois, c'est aux dépens totalement à longueur de temps de discussions réellement riches, alors là effectivement ça pose un véritable problème. Et ça pose un véritable problème puisque là encore il y a toute une représentation, notamment en France, sur le fait que les profs seraient toujours en grève, ce seraient les gauchos de service, etc. Rien n'est plus faux en réalité. Empiriquement, c'est impossible de constater cela, d'accord ? La majorité, très largement, et d'ailleurs il suffit de regarder les chiffres, des professeurs ne sont jamais grévistes. D'accord ? Et notamment parce qu'ils n'ont aucune culture politique. De fait, il faut le dire, il faut bien penser aussi que 50% des agrégés ont voté Emmanuel Macron en 2017. C'est même qui eh bien, se prennent pour les parangons du savoir, le parangon de la bien-pensance en permanence, du penser juste, du penser correctement, etc. sont ceux qui ont accouru lorsqu'il a fallu confiner, lorsqu'il a fallu mettre en place le pass sanitaire, etc. Finalement, il y avait une quasi-unanimité, d'accord ? Je ne dis pas l'unanimité, hein, d'accord ? Heureusement, il y a toujours quelques-uns, j'ai côtoyé plusieurs collègues de philosophie, notamment, qui ne se laissaient pas berner. Mais en réalité, il y a une mainmise idéologique, de la même manière qu'on nous parle de ces profs gauchos, etc., une très large majorité des professeurs d'histoire que j'ai rencontrés, par exemple, étaient tous des professeurs d'histoire à droite, voire très à droite, d'accord ? Encore une fois,
c'est un fait, qu'importe, d'accord? Et ça pouvait être à côté de ça des personnes extrêmement intéressantes. Et moi, je n'ai aucun souci dans les amitiés à discuter avec des personnes qui ne sont pas du même avis politique que moi, même parfois c'est beaucoup plus enrichissant. Donc là-dessus, je n'ai aucun problème. Par contre, ce qui m'inquiète, c'est les représentations qu'on peut avoir, encore une fois, sur les professeurs de manière générale. Et dans les faits, beaucoup d'entre eux, une très large majorité, sont acquis au macronisme par bien des égards, ou l'ont été, et le sont toujours, non pas, s'ils ne sont pas encore adeptes de Macron, en tout cas, ils sont toujours adeptes de l'idéologie dominante, de la même manière qu'ils étaient les premiers à accourir derrière Biden, comme si Biden était une révolution, et laisser sous-entendre seulement un instant que peut-être Biden ne valait pas mieux que Trump et que c'était l'avers et le revers d'une même médaille, chose que j'ai largement démontré au travers de mes revues de presse l'année dernière, c'était déjà être forcément qualifié encore une fois de trumpiste et de complotiste, puisque les choses sont ou noires ou blanches, mais jamais il n'y a de nuances. Et ça, c'est quelque chose de très inquiétant, puisque effectivement, à l'heure actuelle, il faut le dire, n'en déplaise encore une fois, je sais que je vais me ramasser beaucoup de critiques de la part de nombreux collègues, c'est certain, mais de fait, les professeurs sont à bien des égards, et ce n'est pas pour rien de par le positionnement dans le procès de production qu'ils occupent, eh bien, sont des chiens de garde au service de l'idéologie dominante, et ils servent la plupart du temps à conforter l'idéologie dominante et la classe dominante, de la même manière qu'ils s'inscrivent dans l'ensemble d'un système qui consiste eh bien, à trier les élèves, à les trier en fonction de leur milieu social, et donc à faire que finalement, eh bien, ils reproduisent la situation sociale et qu'ils pérennisent l'état actuel des choses. Et les élèves étaient très souvent très étonnés d'ailleurs de voir avec quelle désinvolture je pouvais leur présenter un certain nombre de choses, comme c'est le cas là aussi de beaucoup de collègues de philosophie. C'est la raison pour laquelle la classe de philosophie est quelque chose qui vient travailler les élèves. Bon, et finalement parce qu'ils n'y avaient pas été habitués. De la même manière, eh bien, qu'on rencontre des querelles entre disciplines, mais aussi des collègues qui finalement ne maîtrisent, et encore pas toujours, uniquement leur discipline. J'ai été très étonné, j'ai beaucoup de sympathie pour ces personnes-là, donc voilà, s'ils regardent cette vidéo, je n'en veux absolument pas, c'est un constat, encore une fois, un constat objectif, ni rire ni pleurer, comprendre, comme disait Spinoza. J'étais très étonné de voir des collègues de maths qui ne connaissaient pas Descartes. Très étonné de voir des collègues d'histoire qui jouaient sur les dates, pour ne pas dire jouer sur les mots, mais qui finalement eh bien, étaient dans la légende, par exemple, de la sécurité sociale en 1945, etc., et ne connaissant rien au régime général de sécurité sociale en 1946. Bon, des incultures comme ça, une incapacité à penser les concepts pour certains historiens ou pour certains économistes sociologues, ou en tout cas profs d'éco ou profs d'histoire, qui était catastrophique en réalité, un enfermement disciplinaire qui fait que, et puis évidemment du coup un ensemble d'a priori par exemple sur la philosophie, qui fait qu'en fait, eh bien, même dans les discussions, l'interdisciplinarité n'est pas possible. Et donc on prétend la vendre aux élèves là où de toute façon à l'université elle n'a même pas encore été réalisée et où ça fait 30 ans qu'on nous parle d'interdisciplinarité sans qu'elle existe, puisque cette interdisciplinarité elle sous-entend de fait en réalité d'en revenir au marxisme, puisque l'un des premiers fondamentaux de l'interdisciplinarité c'est le Capital de Marx, et ce sont les travaux de Marx et d'Engels, de fait, qu'il est difficile de ranger tant d'un ouvrage économique qu'historique que philosophique. Bon, et donc ça fait très peur, mais on prétend qu'on va faire de l'interdisciplinarité avec la réforme Blanquer au sein des lycées, avec les sections histoire, économie, etc., humanité, littérature, philo et compagnie, alors que bien sûr que non, et en réalité on perd les élèves, on fait un espèce de gloubi-boulga, on déstructure les modalités d'évaluation qui permettaient de structurer et de former les élèves, et voilà à quoi on arrive en réalité. Bon, j'ai essayé de dresser ici, en moins d'une heure, un constat très large de la situation actuelle et de ce que j'ai pu repérer. Il y aurait bien d'autres choses que je pourrais encore ajouter, notamment des anecdotes personnelles. À quoi s'ajoute, et j'ai une pensée toute particulière évidemment ici, pour la famille de Samuel Paty, à quoi s'ajoute le fait qu'effectivement la plupart des collègues, et malgré ce que je viens de dire là, eh bien, font un travail extrêmement sérieux, donnent beaucoup de leur temps de vie de famille. Hein. On ne mesure pas à quel point finalement, en philosophie par exemple, encore une fois, la correction des copies prend la totalité des week-ends en fait. Hein. Vous avez 5 classes de 37 élèves, vous vous retrouvez avec plus de 200 copies, finalement, eh bien, vous corrigez, allez, mettons, entre 4 copies pour les copies quand ça va le plus vite, et quand ça va le plus lentement, ou si c'est 7 copies quand ça va le plus vite par heure, et bien finalement tous vos week-ends y passent. Donc, et tous les enfants de profs le disent toujours, que finalement, rien que pour ça, ils n'ont pas voulu faire prof, parce qu'ils ne voyaient jamais leurs parents.
et un temps qui est utilisé pour finalement très peu de résultats par la suite en réalité. Bon, tout ça existe et beaucoup de collègues pour lesquels c'est un sacerdoce qui a été le mien aussi parce que ça faisait déjà 2 ans que je réfléchissais à la mise en place d'autres formes d'enseignement, à la mise en place aussi de ces consultations philosophiques qui paraissent complètement bizarres alors que si j'avais fait des études de psychologie et que j'avais ouvert un petit cabinet de psychologie, ça ne choquerait absolument personne. Ici, on fait un travail philosophique, comme le travail philosophique qui a existé il y a 25 siècles en dehors de l'éducation nationale et comme il existe encore en dehors ailleurs dans le monde et qu'on ne peut pas cantonner à la classe terminale de l'éducation nationale. Donc, je le répète, j'ai d'excellents souvenirs de moments, d'élèves. C'est un arrachement pour moi de me priver aussi quelque part de cette relation particulière d'enseignement que j'ai beaucoup à cœur. C'est la raison pour laquelle je ne rejette pas du tout l'idée d'enseigner ailleurs, d'enseigner pourquoi pas aussi un temps à l'université ou autre. Mais toutefois, eh bien, à l'heure actuelle, l'éducation nationale nous broie et je crois que les collègues qui démissionnent peuvent être aussi un électrochoc pour ces parents d'élèves qui pensent que le problème principal vient des professeurs et ne comprennent pas là aussi, encore une fois, cette bête sauvage qui est en train de broyer non seulement l'éducation nationale, mais je le dis parce que là encore je prends prétexte de ma situation, mais on pourrait le faire pour chacun des ministères parce que tout cela concorde en réalité. Nous sommes en train de vivre une période de transformation profonde. À nous de voir comment est-ce que nous devons l'organiser encore une fois collectivement pour dépasser cela et faire en sorte que justement y mettre un terme et le dépasser. Et c'est ce à quoi nous réfléchissons de manière bien plus large que le strict cadre de l'institution qu'est l'éducation nationale au sein de l'IHT depuis déjà bientôt 4 ans et c'est la raison pour laquelle je ne peux que vous inviter aussi à nous rejoindre si vous découvrez mon travail et mes vidéos et à découvrir le reste de mon travail. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous invite vraiment à partager cette vidéo parce que elle me paraît décisive à l'heure actuelle pour bien comprendre les enjeux. C'est-à-dire aussi que des élèves déstructurés, des élèves qui ne parlent pas bien la langue, des élèves qui ne comprennent pas, qui ne savent pas écrire. J'ai entendu des élèves me dire, quand je leur demandais de répondre à une question, de me faire 2-3 phrases, me dire « Ah mais monsieur, vous nous demandez d'écrire des phrases !» D'accord. Et c'était pas ironique. J'ai entendu plusieurs fois ça formulé de manière différente. Des élèves qui sont complètement démunis, qui ne savent pas lire à voix haute, etc. C'est une catastrophe. Et ces élèves-là, effectivement, ils sont la proie de l'idéologie dominante, ils sont la proie des débats politiques vains qu'ils sont en incapacité d'analyser et ils sont à terme la proie sur leur milieu professionnel de personnes qui finalement vont être facilement manipulables. Et ce qu'avait corrigé longtemps aussi le Parti communiste français, encore une fois, n'en déplaise, et ceux qui ne partageront pas la vidéo à cause de ça, c'est dramatique parce que c'est que, encore une fois, vous n'avez pas le recul historique nécessaire pour bien comprendre les enjeux. Mais le Parti communiste français qui permettait à des ouvriers non qualifiés de devenir les représentants politiques qui construisaient une contre-société et envoyaient des élèves à Normal Sud pour qu'ils reviennent au sein du parti, etc. Chose dont j'ai souvent parlé. C'est ça qu'il nous faut reconstruire si nous voulons effectivement comprendre que la lutte des classes, elle traverse toutes ces institutions et elle traverse chacun des enfants qui sont les nôtres au sein de l'éducation nationale à l'heure actuelle aussi, et que si nous voulons mener correctement le rapport de force, il faut balancer tout ça pour justement pouvoir le transformer en profondeur.